1er octobre 2017, bienvenue à tous, bonne fête à tous les musulmans du monde, forte pensée aux musulmans Rohingya de la Birmanie, nos pensées à ces musulmans qui subissent les exactions du gouvernement birman. Avec nous donc dans ce studio Khadim Bamba Diagne, docteur en sciences économiques à la FASEC à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, enseignant-chercheur, directeur scientifique du laboratoire de recherche économique et monétaire, l'AREM, et Siré Sy, journaliste spécialiste en géopolitique. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. La polémique enfle depuis quelques jours. La Ligue démocratique, parti membre de la mouvance présidentielle, c'est autour de 4 millions de francs CFA que recevait le secrétaire général de ce parti, M. Mamadou Ndoye, qui est reversé dans les caisses de la LD. Repose encore la question du financement des partis politiques au Sénégal. Commune arlésienne, depuis Abdou Diouf, cette question est posée. Et là, Mbodj avait fait une étude sur la question. Abdoulaye Wade l'avait mis dans les tiroirs. Avec Macky Sall, on n'a pas encore vu grand-chose bouger de ce côté-là. Un référendum a été organisé, a reposé la question, mais jusque-là, les choses restent à l'état. Alors, Khadim Bamba Diagne, faut-il financer les partis politiques ou pas? Merci beaucoup Alassane, bonjour, je salue mon cher ami Sy, que je rencontre souvent dans les colloques internationaux. Alors Alassane, moi, quoi encore je me pose la question, pourquoi on doit financer les partis politiques au Sénégal? Et je pense que la chance que nous avons, c'est que le parti au pouvoir n'est pas d'accord ne va pas être d'accord pour le financement des partis. Les opposants présidentiables, l'opposition présidentiable n'est pas d'accord. Les businesseurs, excusez-moi du néologisme, politiques ne seront pas d'accord. Et le peuple aussi ne va pas être d'accord sur le financement des partis politiques. Pourquoi? Alors, parce que quand les hommes politiques, surtout présidentiables, sont d'accord sur une chose, ils peuvent s'attaquer entre eux, ils peuvent s'insulter, mais ils ont tous en fait intérêt à protéger ce qu'on appelle la caisse noire de la présidence de la République. Et je ne sais pas comment on peut demander le financement des partis politiques dans un pays où il y a une caisse nébuleuse. La caisse n'est pas noire, mais c'est sa gestion qui est noire. Comment pouvez-vous comprendre aujourd'hui les fonds spéciaux tournent autour de 18 milliards? Vous donnez ça à un homme politique qui est peut-être candidat. Vous demandez à tous les partis politiques maintenant, vous devez avoir tant de milliards de subventions publiques. Voilà comment vous devez fixer votre intervention sur le plan politique, les montants, et que vous laissez quelqu'un, président, qui peut être candidat avec plus de 18 milliards. Moi, ce qui me fait mal, ce qui me gêne est que je pense que c'est la société civile qui parle souvent du financement des partis politiques. Mais je pense que il faut mettre les préalables. Le premier combat que la société civile doit mener, c'est qu'on arrête dans un pays aussi pauvre que le Sénégal, qu'il y ait l'existence des fonds spéciaux. Les fonds spéciaux du président de la République augmentent d'une manière extraordinaire. Entre 2008 et 2012, le président de la République, Abdoulaye Wade, pouvait justifier 108 milliards. 108 milliards qu'il a puisé des fonds spéciaux. L'actuel président de la République, entre 2012 et 2017, peut justifier 104 milliards. 104 milliards. Ça veut dire que je ne le souhaite pas, qu'il l'appelle en 2025 ou 2027, le président peut justifier tout de suite avec des papiers très clairs, en fait, une richesse de 105 milliards. Parce que comment pouvez-vous comprendre? Quand vous regardez comment maintenant ils ont structuré ces fonds spéciaux-là, le président a mis en place ce qu'on appelle des fonds spéciaux de 9 milliards. Bon, je vous donne les chiffres exacts, 9 milliards 360 millions. Et ça, c'est publié au niveau du site du ministère de l'économie. Les fonds de solidarité africaine, c'est un fonds que Senghor avait créé dans les années 70 pour aider les pays africains qui luttaient pour l'indépendance, comme Guinée-Bissau, Cap-Vert, Namibie, tout cela. Aujourd'hui, jusqu'à présent, au moment où je vous parle, ces fonds-là, on a dépensé 2 milliards 150 millions 296 000 sur fonds d'aide à l'unité africaine. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est les fonds d'intervention sociale. Le fonds d'intervention sociale maintenant, logé au niveau de ces fonds spéciaux, est de 5 milliards 350 millions. Et
ce qui gêne, c'est qu'il y a ces fonds-là, au niveau de cette caisse. Au niveau du budget de la présidence de la République, il y a aussi rubrique pour ces fonds, les fonds sociaux. On a créé au niveau du ministère de la Santé la direction de l'action sociale. Il y a délégué de la solidarité nationale. Et le président, lui, se déroge 5,350 milliards sur un fonds. Au niveau de la primature maintenant, depuis 2010, le Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye avait dit que certaines stations vous donnent des privilèges. Au niveau maintenant au cabinet du Premier ministre, il y a un fonds qu'on appelle Fonds de sécurité de la primature de 540 millions par an. Ce qui fait un total de presque 18 milliards 306 296 000. Vous le mettez entre les mains d'une seule personne, sans contrôle. Vous pensez que comment le parti au pouvoir gère maintenant ses alliés? Et avec le cas Mamadou Ndoye, tout le monde attaque Mamadou Ndoye, mais moi je le félicite au moins que celui qui n'a pas pris l'argent du président de la République lui jette la première pierre. Aucun allié ne va lui jeter une pierre. Au moins lui, il a remplacé quelqu'un. Ce quelqu'un-là ne déposait pas l'argent au niveau du parti. Quelqu'un l'a remplacé et ce quelqu'un-là aussi ne dépose pas l'argent. Au moins lui, il a déposé l'argent. Comment aujourd'hui gérer cette question de financement des partis politiques au Sénégal? Parce que le débat est là. Certains estiment qu'il faut financer les partis pour éviter qu'ils soient victimes de lobby, une fois au pouvoir, qu'ils soient obligés aujourd'hui de récompenser ces lobbies-là. D'autres disent que non, les partis politiques, c'est des associations privées comme n'importe quelle association privée. Ils n'ont qu'à aller chercher de l'argent ailleurs. D'accord, Alsane. Vous me permettrez à l'entame de mon propos de faire un déwéniti à tous les musulmans du Sénégal, de tous les musulmans du monde, à tous les catholiques chrétiens du Sénégal et du monde, disons, à toute l'humanité. Saluer aussi mon ami et frère Bamba, un brillant économiste que j'ai eu l'occasion de pratiquer ici et ailleurs. Sur votre question, moi je suis contre même le principe de financer les partis politiques, comme vous le dites souvent. Pourquoi? Parce qu'un parti politique est une association de droit privé. Si on peut financer un parti politique, on doit aussi financer un daïra. Si on finance un parti politique, on doit aussi financer une amicale d'étudiants. Donc c'est une organisation de droit privé à charge à elle de s'organiser, de faire de l'ingénierie financière pour pouvoir trouver les propres ressources. Donc moi je suis contre même le principe que l'on finance les partis politiques. Et ceux qui estiment qu'aujourd'hui ces partis politiques peuvent être victimes de lobby, parce qu'une fois dans l'opposition, ils peuvent être financés par des grandes firmes, par des grandes sociétés. C'est pour ça que les gens évitent justement ça. Oui, mais vous savez, l'État aussi n'est pas une mafia ouverte. Parce que même pour pouvoir donner des marchés publics, encore faudrait-il suivre un certain nombre de procédures. Les choses ne se passent pas comme au marché Colobane où c'est plus ou moins automatique. Vous me financez, je reviens, je vous donne les marchés. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, si on est dans une république et pour mettre toutes les... Si on est dans l'esprit et la lettre de la République, on ne devrait pas... L'argent public doit aller vers ce qu'on appelle des œuvres publiques, mais pas des œuvres privées, qu'à des exceptions près. Donc, financer les partis politiques à travers l'argent public, c'est de facto faire une hiérarchisation, une catégorisation des associations. Et rien ne justifie, les partis politiques ne sont pas plus méritants que les associations villageoises, que les amicales des étudiants dans la construction citoyenne. Sauf que les partis aspirent à diriger le pays. Donc ils doivent se donner les propres moyens de pouvoir exister, de pouvoir faire distribuer un peu leur message, de pouvoir faire comprendre un peu leur idéologie et de se donner les moyens de pouvoir participer à des joutes électorales. Et c'est là où ça revient la problématique qu'a soulevée Bamba. Ça veut dire que quand on est dans la République, dont les élections en sont une modalité, le principe c'est de mettre tous les acteurs sur la même ligne de départ. Ça veut dire que dès l'entame, le jeu est faussé, parce qu'il y en a ceux qui peuvent bénéficier de l'argent public et d'autres n'en bénéficient pas.
Donc il va falloir peut-être revenir un peu sur ça. D'ailleurs, c'est pour moi, même la question des fonds spéciaux, même de la caisse noire, dont Bamba dit que la caisse n'est pas noire en tant que telle, mais c'est sa gestion qui est noire. Voilà le véritable problème qu'il faudrait poser. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un fonds qui est pertinent pour un pays sous-développé comme le nôtre? Si oui, à quel niveau on peut le circonscrire? Parce que apparemment, c'est ces montants-là qui faussent dès le départ le jeu politique. Oui, mais Bamba, aujourd'hui, certains estiment que si les partis politiques ne sont pas financés, ils peuvent bénéficier de lobby ou de financement de grandes firmes. Une fois au pouvoir, ils sont obligés peut-être de faire le retour à l'ascenseur. Mais en fait, c'est le parti au pouvoir qui bénéficie avant tout du financement occulte. Parce que, vous voyez, un parti, comme je prends l'exemple d'Abdoulaye Wade, avant de venir au pouvoir, il avait organisé en fait ce qu'on appelle les marches bleues. Il avait des problèmes de moyens. Mais on a entendu le terme 8-8 quand Abdoulaye Wade est devenu président de la République. Et donc, comment il a fait pour avoir autant d'argent? On ne peut pas nous expliquer clairement, le parti qui est au pouvoir ne peut pas justifier clairement comment il a fait pour avoir tout cet argent-là. Et l'actuel gouvernement aussi, la coalition au pouvoir, mais ne peut pas justifier ses moyens de campagne. Et aujourd'hui, moi, à chaque fois que je vois, vous parlez des financements occultes, mais si je regarde certains marchés dans ce pays-là, comment on donne certains marchés. Vous ne pensez pas qu'il n'y a pas aussi en fait des moyens pour que ceux qui dirigent aujourd'hui, je ne dis même pas le président, certains directeurs, comment ils peuvent bénéficier de financements occultes. Pas plus tard que 2, 3 ou 4 mois, il y a un directeur quelque part qu'on appelait, je ne sais pas, Cheikh Kanté Moïse décanté, parce qu'il était simplement directeur d'une entreprise publique. Il n'est plus directeur d'une entreprise publique, on va voir est-ce qu'il va continuer à décanter. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, comme Souleymane Ndéné l'a dit, certains postes vous donnent des privilèges. Et je ne peux pas, moi, accepter que ceux qui gèrent puissent bénéficier de ces privilèges-là, même si les autres trouvent l'argent avec les vendeurs de drogue. C'est l'État qui devait commencer par dire que, moi, en tant qu'État, nous devons être humbles devant la faiblesse des ressources d'un pays aussi pauvre que le Sénégal. Moi, Alassane, je suis toujours malade quand je vois le niveau de vie de ceux qui nous gèrent par rapport au pays. Les gens, au Sénégal, les gens sont tellement pauvres, tellement humbles. Mais quand vous voyez, je le dis à un ami ministre, je lui dis que, mais parce que votre bureau est climatisé, votre voiture, votre maison, et tout est nickel, vous pensez que le pays est comme ça? Et c'est pour ça, vous ne pouvez même pas accepter les critiques. Donc, tant que l'État ne gère pas d'une manière efficiente les finances publiques, le financement de son parti, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas voir la limite entre le président de la République et le chef de la coalition. Et dans un débat avec Mamadou Ndoye, on ne sait pas quand est-ce que le président de la République parlait avec Mamadou Ndoye, quand est-ce que le chef de parti parlait avec Mamadou Ndoye. Parce que le fait, je pense, qu'on lui promette un poste de ministre conseiller, ça c'était le président de la République. Mais financement 4 millions par mois, ça, ce n'était plus le président de la République. Et c'est la même personne qui parlait. Et donc, quand il parle, l'article 80 peut s'appliquer pour ne pas... Mais c'est terrible. C'est terrible. Donc, tant que ceux qui gèrent le pouvoir ne contrôlent pas et qu'on arrête de nous dire que le président de la République est le seul Sénégalais ou bien c'est la seule personne qui aime le Sénégal, lui, il est là pour quelque temps, il va partir. Il y a d'autres corps qui peuvent contrôler les fonds politiques et que chaque 25 ans, on doit rendre... Mais en France même, Alassane, les gens, vous regardez des documentaires où les gens nous exploitent, en nous exploitant même, 50 ans, on met tous ces dossiers-là au public. Les gens puissent voir qu'en 50 ans, on a pris en otage le Sénégal juste pour ses ressources. Même les gens, quand ils nous volent, mais nous, on fait tout, mais on fait... Et ce qui me fait le plus mal aussi, c'est les marabouts. Les gens, ce qu'ils disent, c'est quoi? On a aidé les marabouts, les fonds, c'est pour aider les marabouts. Que les marabouts disent qu'on ne les aide pas. Il faut aussi, parce que c'est la justification la plus parfaite. Non, on prend ces fonds-là quand un marabout est malade, mais quand même. Et c'est le président qui avait dit que les marabouts, ce sont des citoyens ordinaires. Et je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais qu'on arrête, à chaque fois qu'on fait du n'importe quoi des fonds, qu'on dit que c'est les marabouts, on les finance. Mais quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour les contrôler? Alassane, je voudrais juste, avant de revenir à votre question, compléter un peu dans le sens de Bamba. Par exemple, il y avait eu des fonds, à chaque fois, c'est même instrumentaliser les marabouts. Parce qu'il y a eu un projet
de réfection des lieux religieux, je ne sais pas comment on l'appelait, où le président peut financer un peu les maisons religieuses. Maintenant, ça a de nature à créer une certaine dépendance entre le marabout et le président de la République. C'est-à-dire que tout se passe comme si c'est le président de son propre argent qui a financé les maisons religieuses, à telle enseigne que ces maisons-là pourraient être dans une approche de redevabilité en cas d'élection. Or, ce n'est pas l'argent du président. Donc, pour régler ces genres de problèmes, on aurait pu budgétiser dans le budget global pour dire que chaque année, voilà les grandes maisons, ce que le Sénégal, le peuple sénégalais contribue par rapport à l'affaire. Donc comme ça, le marabout demain, si le président ne prend pas les bonnes décisions, mais est-ce que la même question que vous devez poser tout à l'heure ne se repose pas? Quand vous dites que les partis politiques, c'est associations privées, ils doivent travailler. Les marabouts aussi, peut-être que les citoyens aussi qui doivent travailler. Non, on ne le donne pas aux marabouts intuitifs personnels. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le fait culturel, il est déterminant au Sénégal. Au Sénégal, on ne peut pas le gouverner sans tenir compte de Touba, Tivaouane et les autres grandes maisons. Et les jeunes qui ont des projets, je donne un exemple. Je donne un exemple. Par exemple, prenons le Magal de Touba, qui draine une population très nombreuse. 2 millions de personnes. Voilà. Il y a des infrastructures à mettre là-bas. Absolument. Il y a des espaces à créer là-bas. Donc ce fonds-là va contribuer à améliorer un peu les conditions d'accueil. Donc c'est dans cet esprit. Vous prenez le Tivaouane, chaque année il y a un gamou. Donc il y a des problèmes d'accès à l'eau, etc., etc. Donc cet argent va permettre à agrandir, à mettre les conditions plus ou moins sécuritaires, même créer des tirs de sapeurs-pompiers, etc. Donc l'argent ne va pas dans la poche des marabouts, mais ça contribue à améliorer un peu le cadre de vie. Donc c'est cet aspect-là. Maintenant, pour revenir par rapport au mécanisme, Alassane, quand nous prenons l'acte du président de la République à travers Mamadou Ndoye, c'est qu'on est sorti de la République sans épithète vers la République du on est ensemble. Je m'explique. Ça veut dire que nous, on a consacré la République comme une forme d'organisation sociale. Mais dans nos pratiques quotidiennes, on est plus ou moins dans le tribalisme. Donc cet acte-là, non pas autant pour juger le président, mais juger l'acte, parce que les hommes, j'essaie de les comprendre. Mais les faits, je les analyse pour les mettre en perspective. Et si j'analyse cet acte-là, qui est objet de ce débat, on peut se dire que c'est du tribalisme politique quelque part. Parce qu'on est ensemble, donc on gère ensemble, mais aussi on se partage la ressource ensemble. Et ça, ce n'est pas de nature à installer le pays dans ce qu'on appelle la République sans épithète, où tous les citoyens, et d'ailleurs le phénomène va beaucoup plus loin, même quand on gagne des élections, même pour gouverner ce pays, on le gouverne avec les gens avec qui on a gagné, avec les gens avec qui on est ensemble. Or, un État, une République, c'est pas seulement avec les gens avec qui vous êtes ensemble. Donc, ce qui fait que si on analyse les choses sous l'angle de l'anthropologie, on se rend compte qu'on a de plus en plus des attitudes de tribalisme, des attitudes de tribu. On n'est pas plein dans la culture de la République, mais de plus en plus. Donc il y a un effort qui est en train d'être fait. Donc c'est ça qui fait que n'importe quel mécanisme que vous voulez mettre ici en place, ça risque de ne pas prospérer de sitôt, d'autant plus que nous sommes toujours dans la traditionnelle dichotomie entre le bien public et le bien privé. Or, on doit aller vers ce qu'on appelle le bien commun. Tant qu'on n'est pas arrivé à comprendre qu'il y a à aller au-delà de cette dichotomie entre le bien public et le bien privé, pour aller ensemble vers un bien commun, je pense que ce sera extrêmement difficile de trouver des solutions. Mais est-ce qu'il est facile dans un pays où la politique est considérée quelque part comme étant un métier, où la plupart des gens y vont parce qu'ils estiment que, voilà, il y a des choses à apprendre, c'est pourquoi ils y vont. Mais vous savez, Alassane, sur ce point-là, c'est l'économie qui te donne une réponse. Laquelle? Si on en est arrivé à ce stade-là, c'est parce que quelque part, notre économie et disons-nous notre secteur privé a failli. Pourquoi? Parce que quel est le fort d'un secteur privé performant? C'est de pouvoir permettre aux acteurs de ce secteur-là
de développer des business entre eux à telle enseigne que la contribution de la commande publique soit marginale ou epsilon dans les affaires. Or, ici au Sénégal, la commande publique qui tourne autour de presque 1500 milliards est le moteur de l'activité économique. Donc, cette forte dépendance entre le gouvernement, le marché public et privé, ce fait que la politique en tant que telle devient un secteur, entre guillemets, économique. Et pour tous les pays qui ont émergé, c'est parce que le secteur privé en est arrivé à un moment où, même sans les apports, sans les marchés publics, les gens peuvent faire du business entre eux. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, si on en est arrivé là, il y a une double responsabilité. D'abord, la responsabilité de l'État, ensuite la responsabilité du patronat. Pas du secteur privé, mais du patronat. La responsabilité de l'État, parce que dans un contexte de globalisation et de concurrence ouverte, la compétition des États ne se fait plus à partir du pouvoir central, mais il se fait à travers les entreprises, les multinationales et les transnationales. Et c'est là où les États qui s'en sortent le plus dans cette globalisation, ce sont ces États-là qui ont pris en charge ce qu'on appelle l'intelligence stratégique, dont on parlait avant de l'intelligence économique, mais aujourd'hui il a évolué. Parce que quand on parle de l'intelligence économique, on peut laisser comprendre que c'est une affaire d'économiste. Maintenant, aujourd'hui, pour être dans une approche holistique, on parle d'intelligence stratégique parce que c'est à la fois des questions d'économie, mais aussi des questions de stratégie, de prospective, etc., etc. Ça veut dire que nos États ont un rapport très négligé à ce qu'on appelle l'intelligence économique. Or, dans un contexte de globalisation comme ça, les critères distinctifs sont de l'information et l'innovation. Les pays qui vont maîtriser leur système d'information, comme par exemple Israël, très informé, c'est le pays le plus informé au monde, et l'innovation, véritablement, c'est là où les pays vont se démarquer. Donc c'est à ce niveau-là que se trouve la responsabilité de l'État, qui a un rapport très négligé avec ce qu'on appelle l'intelligence stratégique, parce qu'on a une compétition globale. Maintenant, l'autre responsabilité, c'est le patronat sénégalais. Aujourd'hui, le patronat sénégalais, dans ses identités les plus remarquables, pratiquement a un apport très marginal dans la création de la croissance ici dans ce pays-là. Ici, ajoute que c'est un patronat qui est éclaté. La mondialisation a créé ce besoin de se regrouper. Aujourd'hui, vous allez en Algérie, il y a le forum des chefs d'entreprise. Avant, il y avait énormément de patronats, mais ils ont senti que pour pouvoir sortir le épingle du jeu, encore que le patronat puisse parler d'une seule voix pour pouvoir défendre les intérêts et travailler en synergie avec les États. Ça l'a fait avec le Maroc, etc. Mais aujourd'hui, vous prenez un pays comme le Sénégal, on a pratiquement 3 ou 4 patronats. Ensuite, c'est ce qui crée le plus de la richesse dans ce pays-là. Ne sont pas dans les patronats, ça pose un problème. À tel enseigne que souvent, je taquine les amis au Sénégal, est-ce qu'on a des hommes d'affaires ou des affairistes? Et le plus pire, c'est que ceux qui sont appelés à accompagner, à défendre les intérêts des entreprises du secteur privé sont pour la plupart cooptés dans les conseils d'administration des entreprises à capitaux étrangers. Ça veut dire qu'ils siègent dans la concurrence et ils sont appelés aussi à développer les entreprises nationales. Donc il y a un conflit d'intérêts manifeste qui fait que aujourd'hui, dans un contexte de globalisation, la bataille des États n'est pas seulement la bataille des pouvoirs central de l'État en tant que tel, mais il y a un secteur privé qui doit se linker avec l'État pour pouvoir permettre à ce pays-là de tirer les épingles du jeu. Et quand on parle de secteur privé, c'est véritablement le patron. Khadim, la ruée des Sénégalais vers la politique, c'est l'échec de l'économie? Bien sûr. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez au niveau de la présidence, le président de la République a tellement de conseillers hommes d'affaires. Parce que je vous dis que si le président peut justifier 104 milliards pendant 5 ans, quel est l'homme d'affaires aujourd'hui qui a une entreprise qui te fait 104 milliards de bénéfices? Si les gens gagnent plus en faisant la politique, à quoi bon de travailler, de créer des entreprises? Le problème, c'est qu'à chaque fois que je vois les hommes politiques qui travaillent avec le président, j'ai mal. Je me suis dit que c'est des gens qui croyaient en eux, des gens qui croyaient... Des hommes d'affaires qui croyaient au travail, qui étaient dans le business. Mais à un moment donné, ils se disent, mais on se bat, on prend des risques, on gagne rien. Mais est-ce que c'est pas un problème de résilience aussi quelque part? Mais ils sont fatigués. De résilience, oui. Mais ça fait mal. Parce que, Alassane, vous travaillez tous les jours pour s'en sortir. Il y a quelqu'un qui ne fait rien. Parce que la politique est un raccourci au Sénégal. Et il n'y a pas de raccourci dans la vie.
Et maintenant, si l'homme d'affaires qui prend des risques, qui emprunte de l'argent, prend des risques pour investir, il gagne parfois des bénéfices très faibles et qui essaie de protéger les emplois. L'autre fait la politique, il gagne des milliards sans rien faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la donne? Mais il faudra qu'on contrôle les ressources maigres que nous avons entre les mains des hommes politiques. C'est l'Assemblée qui doit faire légiférer? Plus l'Assemblée. Deuxièmement, le peuple. Troisièmement, aussi la presse. Moi, je dis que la presse doit comprendre la nomenclature budgétaire du Sénégal pour savoir, pour chaque... regardez ce qui se passe avec ce que le président Macky Sall a réussi à faire. Lui, maintenant, avec ses fonds spéciaux, on parlait de 4 millions de LDMPT. Moi, je suis financier, je calcule, je dis que LD, avec sa taille, 4 millions. Et les autres qui ont une taille beaucoup plus importante, ils reçoivent combien? Et après, j'ai vu que, quand vous regardez les grands partis comme PS et AFP, eux, pour alléger ces fonds spéciaux-là, on les a donnés aussi, en fait, une institution avec une caisse. Ça veut dire que tout le monde se sucre, quoi. C'est que chacun a, en fait, c'est au prorata. Vous êtes de taille moyenne, voilà ce que vous devez avoir. Comment on peut enlever Eva Marie Coll Seck du gouvernement et le nommer ministre d'État? Je pense qu'à la fin de l'année, cette dame va nous présenter ce qu'elle a fait. Mamadou Ndoye, si elle acceptait, elle va être ministre pour faire quoi? Qu'est-ce qu'elle va faire? Rien du tout. Et on va lui payer. Mais c'est terrible. C'est-à-dire qu'on a tellement laissé les hommes politiques choisir. Moi, ce qui m'a gêné, c'est que le président a en même temps parlé comme président, comme chef de parti, comme chef de la coalition. Et tout ça sur le dos de l'argent du citoyen. Alassane, un talibé qui achète un sachet d'eau à 50 francs cotise 9 francs sur cette caisse-là. Et on doit le gérer avec beaucoup d'humilité. Quand on gère des ressources rares, il faut que nous prenions des décisions efficientes. Tant qu'il y a ces caisses-là, ces caisses noires, je ne sais pas comment on les appelle, jamais on aura des chefs d'entreprise crédibles, des chefs d'entreprise sérieux et puis des hommes politiques sérieux. Et vous ne pouvez pas maintenant laisser ceux qui sont au pouvoir avoir beaucoup d'argent et dire à l'opposition maintenant, on va trouver un truc pour vous financer. On va les financer avec des ressources maigres et laisser quelqu'un d'autre avoir les moyens. Même ces ministres ou bien ces directeurs seront beaucoup plus puissants que les partis. Si nous voulons régler tout ce problème-là, pour moi, c'est très simple. Contrôlons les deniers publics. Parce que je vous donne l'exemple de Pompidou en France. Pompidou était un banquier. Quand De Gaulle l'a choisi comme Premier ministre, il voulait acheter une maison, location-vente, à Paris. Il a commencé à payer et on l'a nommé Premier ministre. Il dit à sa femme, il ne faut pas qu'on achète cette maison-là. Parce qu'aujourd'hui, je suis Premier ministre. Tout ce que j'ai fait, les gens diront que c'est parce que je suis Premier ministre. Sa femme est morte locataire dans cette maison-là en 2007. Vous ne pouvez pas imaginer ça au Sénégal. Quoi qu'on puisse le dire, les gens sont humbles devant les biens publics. Mais nous sommes dans un pays où aucun homme politique ne veut rester dans l'histoire. Tous les hommes politiques, tout ce qu'ils cherchent, moi je ne sais pas, tout cet argent-là, c'est pourquoi. Moi, je dis que le bonheur dans la vie, ce n'est pas l'argent. Moi, je rêve d'avoir des hommes politiques qui cherchent à rester dans l'histoire. Je ne comprends pas. À chaque fois que quelqu'un vient, les hommes d'affaires aussi sont rationnels. Nous travaillons, nous gagnons 100 millions, 150 millions avec des risques. Nous faisons la politique, nous pouvons gagner des milliards. Mais pourquoi leur demander de créer des emplois? D'ailleurs, Alassane, pour compléter ça, la meilleure manière de régler la question de la prolifération des partis politiques, de régler ou d'atténuer cette ruée vers la politique, c'est d'apporter des solutions économiques. En quoi faisant? En créant des conditions d'attractivité dans la vie de notre secteur économique, qui fera que chaque citoyen peut se lever, travailler, avoir sa pitance et puis gérer ses propres activités. C'est qu'au Sénégal, on est arrivé à un tel moment que même dans le secteur privé, les gens ne peuvent même plus avoir leur propre pitance, donc ils sont obligés. Ça veut dire que ce n'est plus un choix d'aller vers la politique, mais ça devient une conditionnalité. Et ça, on en est arrivé à ce stade-là. Il faudrait véritablement renverser les tendances. Mais est-ce que pour renverser la tendance, il ne faudrait pas d'abord se concentrer sur l'éducation? La Banque mondiale vient de sortir un rapport en constatant que dans nos pays, il y a un grand taux de scolarisation, mais en contrepartie, dans l'apprentissage, il y a un gros problème. Il y a des élèves qui vont jusqu'au CM2, qui ne savent pas bien lire, qui ne savent pas bien calculer. En tout cas, c'est la trajectoire de tous les pays émergents. La trajectoire, on ne peut pas avoir pensé émerger en 2030 ou 2035
sans avoir aujourd'hui un système éducatif performant. Ce n'est pas possible. Et le système éducatif performant, là où je voulais un tout petit peu à Mamadou Ndoye, un homme de gauche, un homme qui devait censé défendre le travail avec le programme d'ajustement structurel dans les années 95. Alors, il a créé le volontariat, le vacatariat. Parce que pour moi, un homme de gauche, même au prix de sa vie, devait défendre l'emploi. Alors, mais on peut comprendre le contexte parce que les ressources étaient rares, c'était après la dévaluation, le Sénégal traversait des moments difficiles, il fallait faire un choix. Ils ont choisi de former à moindre coût, prendre les étudiants et il y a des études qui ne sont pas encore sorties, mais qui ont montré que ces premières générations de volontaires, même, c'est des hauts cadres maintenant de l'administration. Est-ce que c'est pas justement, c'est ça la conséquence aujourd'hui dans la situation dans laquelle est au Sénégal, parce que des gens qui sont formés, qui deviennent des volontaires, peut-être qui n'ont pas été formés pour être de bons enseignants, qui ont enseigné quand même, et que ces jeunes-là se retrouvent dans des postes de décision, ça ne pose pas de problème de compétences. Mais tout à fait. Et ça, c'est une autre étude. Mais là où vraiment la chose a dégénéré, c'est à partir de 2000, quand on a créé des quotas sécuritaires. Que maintenant, on peut même un ministre peut même prendre sa femme de ménage et faire de cette femme de ménage en fait une enseignante. Les syndicats aussi, des enseignants aussi avaient leur quota. Mais on avait mis, si on avait besoin de 2000 volontaires. On a tué l'école. Tout à fait. Et donc de 2000 à 2012, je pense que les mesures de l'actuel ministre de l'enseignement supérieur va changer un tout petit peu la chose. On a ramené la chose jusqu'au baccalauréat. Après, il y aura une formation de ces enseignants-là. Moi, je n'arrive pas à comprendre parce que, moi, j'ai fait l'école publique, mais à 4e primaire, mais vous avez pouvez écrire même une lettre. Mais aujourd'hui, des élèves en CM2 qui ont du mal, je dis que oui, la responsabilité est partagée entre l'État et l'enseignant en question. Parce que aussi, moi, je pense que c'est indécent de recevoir une somme d'argent pour nourrir sa famille alors qu'on n'a pas fait son job. Maintenant, tout le monde est enseignant. Et maintenant, les enseignants là, qui sont passés avec le quota sécuritaire de 2000 à 2012, je pense que ça a donné un coup aux formations. Et maintenant, ça ne me surprend pas qu'on puisse avoir dans un pays comme le Sénégal un taux de scolarisation extrêmement élevé, mais les élèves ne connaissent absolument rien. Et là aussi, ça entre dans une politique, parce qu'aujourd'hui, on a mis en place une politique Sénégal émergent, un plan Sénégal émergent, mais on doit créer une génération, en fait, qui va émerger le Sénégal. J'adore ce terme de Mme Adam Gueye. Bon Sénégal de Sénégal bi ñu bëgg. Faut qu'ils soient formés. Hein. Voilà. Quels jeunes, comment on va construire ces garçons-là? De compétition. Tout à fait. Et qu'on puisse. Parce que regardez les Coréens avec Park Chung-hee, celui qui a mis en place les fondamentaux de l'émergence. En Corée, les enfants de moins de 7 ans font cours de 8h à 22h. C'est des choix, c'est dur, mais donc les Coréens créent, c'est une génération maintenant que personne ne peut contrôler, personne ne peut maîtriser en termes de création, en termes d'innovation. Mais tout à fait, Samsung, LG, Hyundai, tellement, parce qu'en réalité, ils ont créé une génération et personne dans le monde, les Américains, personne ne peut contrôler ça. Les Allemands aussi, mais nous, on est tellement dans le social politique. C'est-à-dire qu'on fait ce que tout le monde voit. On a 1 million d'élèves, on a fait 97%. Avec quel enseignant, avec quelle formation, avec quel projet de société? Ouais, c'est ça la grosse question aujourd'hui, l'apprentissage au Sénégal. Le constat qui a été fait que même le Burundi fait mieux que le Sénégal dans l'apprentissage. Vous savez, Alsan, un pays vaut ce que vaut son école. Et une école vaut ce que valent sa démarche pédagogique et ses enseignants. Pour dire que nous en sommes ici au Sénégal et c'est la plupart des pays africains au niveau 1 de l'enseignement. Quel est le niveau 1 de l'enseignement? Le niveau 1 de l'enseignement et de l'éducation, c'est ce niveau où le système d'évaluation se contente de contrôler la mémorisation des connaissances. Et dans cette optique-là, l'apprentissage, il est orienté vers l'accumulation des connaissances. Par cœur. Par contre,
Jusqu'à présent, on est resté dans ce niveau-là. Nous devrons monter en gamme et en puissance pour accéder au niveau 2. Le niveau 2, il est quoi? Le niveau 2, c'est que les évaluations, le système va évaluer réellement ce que les apprenants sont capables de faire quand ils sont mis dans une situation. Et aujourd'hui, l'histoire a montré que les systèmes éducatifs les plus performants, ce sont les systèmes scandinaves, canadiens, où on est dans une approche des compétences. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, pendant longtemps, on n'a pas compris au Sénégal que le système éducatif de manière globale, il était indivisible. Et que c'est un système qui est toujours resté à un niveau 1 de qui, à telle enseigne que ce sont surtout les apprenants qui sont évalués. Rarement, ce sont les enseignants aussi qui sont évalués. Or, un système éducatif qui doit être performant doit aussi se donner les moyens de temps en temps d'évaluer ces enseignants. Ce qui fait que dans cette logique-là, pendant longtemps, nous avons formé des demandeurs d'emploi. Or, aujourd'hui, il faut aller former des créateurs d'emplois. Oui, mais quelles sont les conséquences aujourd'hui du choix qui a été fait par le Sénégal de créer les corps émergents dans l'enseignement aujourd'hui, dans la qualité de l'enseignement? Bon, ça a été dramatique, hein, comme l'a rappelé Bamba, parce qu'à l'époque, vous vous rappelez, on pouvait même ne pas avoir le BFM et aller enseigner. D'autant plus que c'est là où je dis qu'on a un rapport très négligent à l'intelligence stratégique. Or, pour un enfant, quand la base est sabotée, quand la base est détruite, le cours d'initiation. Le cours d'initiation est raté, c'est fini. On ne peut plus le récupérer. Et on a encore des générations où la base n'est pas ça. Deuxièmement aussi, on pourrait aller vers ce qu'on appelle des écoles professionnelles, techniques, etc. Mais véritablement au niveau du collège. Je pense qu'au niveau du collège, on devrait pouvoir faire des orientations à partir de l'entrée en 6e. On oriente les. Comme ça nous permet de raccourcir les temps. Parce que quand vous venez en 6e jusqu'en terminale, et quand on est dans des approches techniques, vous en savez suffisamment pour pouvoir développer un peu de l'expertise. Mais deuxièmement aussi, ce que nos pays n'ont pas aussi compris, c'est que 80% des métiers de demain ne sont pas encore créés. Et qu'aujourd'hui, la donne majeure qu'a introduit la globalisation sous fond d'innovation technologique, c'est que l'essentiel des secteurs d'activité, des disciplines, ont changé complètement de business model. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, rien qu'avec les innovations technologiques, 80% de ces métiers de demain-là sont à créer. C'est pour ça que je vous disais que l'innovation et l'information sont les clés de demain pour pouvoir sortir de cette globalisation. Aujourd'hui, on a un système éducatif de plus en plus généraliste et quand on a un système de plus en plus généraliste, on forme des demandeurs d'emploi. Mais quand on aura des systèmes de plus en plus professionnalisés, là, on peut former des créateurs d'emplois. L'innovation et l'information, est-ce que les États africains, surtout ceux de la CEDEAO, l'ont, en décidant aujourd'hui peut-être de voir le Maroc qui tape à la porte de la CEDEAO? Est-ce que nos États sont assez outillés pour faire face à l'ogre marocain? C'est la chose la plus terrible qui est en train de passer sous silence. Et moi, ça me fait tellement peur. Pourquoi? Mais parce que voilà un pays qui s'appelle le Maroc, qui en 1983 a décidé de quitter l'Union africaine parce qu'il voulait rejoindre l'Union européenne, la communauté économique européenne. Maintenant, l'Europe a refusé son entrée. Le Maroc s'est ramassé sur lui-même pendant 33 ans pour construire son économie. Aujourd'hui, le Maroc a une économie solide, une économie qui produit. Aujourd'hui, autant... Innovante, peut-être? Mais oui, parce que, comme l'a dit Cyril, la croissance, selon Schumpeter, c'est l'innovation. Et ils ont l'information aussi. Oui, ils ont l'information, ils ont l'innovation. Et ils ont une stratégie. C'est ce qui manque chez nous. Le Maroc a un... Coaché par le roi. Mais tout à fait. Parce que et le roi, parce que quand vous regardez tous les pays émergents, d'habitude, ce sont des dictateurs ou bien quelque part des... En tout cas, un régime très fort. Voilà. Et donc, le président... comme au Sénégal, on conteste tout aussi. Mais tout à fait. Ici, le problème est que, voilà, on fait... Nous, les hommes politiques sont là pour gagner. Les hommes politiques gèrent. On ne nous dirige pas. Ils nous gèrent. Ils sont là juste pour gagner les élections, gagner après, mais ils ne nous dirigent pas. C'est-à-dire qu'avoir une vision à long terme et montrer qu'on a cette vision-là, voilà la démarche. Le Maroc, pendant 33 ans, s'est renfermé sur lui-même. Il a
construit une économie. Il a en fait... Ils ont réfléchi en interne. Mais Alassane, le Maroc transforme ses produits primaires avec des entreprises. Je pense ils ont créé en 2009 le pacte national pour l'émergence industrielle. Sur tous les secteurs, les Marocains ont réglé le problème. Sur le secteur tertiaire aussi, ils ont les plus grandes banques. La 7e banque africaine est une banque marocaine. Des compagnies d'assurance, ils ont des grandes entreprises touristiques. Et après maintenant, ils sont capables, ils pèsent 100 milliards, c'est plus que le budget de tout l'UMOA. Maintenant, le Maroc cherche un marché. Des débouchés. Oui, un marché de 330 millions d'habitants. Le marché de la CEDEAO. La CEDEAO. Consommateurs. Oui, 300. Maintenant, on va transformer ce marché-là à 330 millions de consommateurs. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que le Maroc utilise le Sénégal pour entrer. Moi, j'ai entendu le président de la République dire qu'à chaque fois qu'on lance les marchés au Sénégal, c'est les entreprises étrangères qui gagnent. C'est comme ça qu'on crée des entreprises. Le Maroc a mis en place une stratégie pour protéger son secteur privé national. Le Sénégal, non. C'est l'État du Sénégal qui tue même le secteur privé national. Aujourd'hui, vous pensez que c'est normal qu'une entreprise étrangère vient au Sénégal, gagne un marché, fait le job et reparte comme ça, avec sa technologie? Et la loi sur les joint ventures qui a été votée à l'Assemblée nationale, qui permettait peut-être aux privés de prendre des actions dans des entreprises étrangères? Mais ça devait même pas être... C'est-à-dire que dans les négociations, vous venez, vous apportez quelque chose. Vous êtes obligé de travailler avec une entreprise sénégalaise et vous êtes obligé de faire un transfert de technologie. La prochaine fois, on n'aura plus... Comme la Chine l'a eu à le faire. Mais tout à fait. Et comme le Maroc, comme tous les pays. Mais aujourd'hui... L'Algérie aussi. Mais aujourd'hui, le Maroc gagne tous les marchés au Sénégal. Et les Turcs. Et les Turcs. Et qu'est-ce qui se passe? Sous peu, ils ont leurs banques, ils ont leurs entreprises. Sous peu, ils vont acheter des compagnies d'assurance pour contrôler tout un circuit financier. Wafa Assurance, ils sont déjà là. Oui, et sous peu, vous allez voir encore. Et même les radios aussi. Hein. Mais ils vont créer une économie. 93.8. Mais c'est terrible. Ça veut dire que moi, je suis d'accord pour une union économique, mais il faut qu'on se prépare. Win-win. Oui, ils ont pris 33 ans pour se préparer, qu'ils nous laissent le temps de se préparer. Maintenant, une fois qu'on signe, aucune entreprise, même pour nous vendre des mandarins, mais après qu'on a laissé entrer les mandarins venant de Maroc, les camions, oui. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, les entreprises, les pourtois ne sont plus compétitifs sur le marché. Ils ont arrêté de vendre le mandarin. Les Marocains ont augmenté les mandarins de 1000 à 1800. On est obligé de l'acheter parce que chez nous... Voilà. Le kilo est passé de 1000 à 1800. À 1800 parce que qu'est-ce qui se passe? On tue la concurrence locale en diminuant les prix. Une fois que la concurrence locale disparaît, on augmente les prix et on est obligé d'être une armée de consommateurs. Mais Cyril, vous avez été au Maroc, vous travaillez, vous savez bien comment il fonctionne. Tout à fait, j'ai longtemps vécu et travaillé au Maroc, mais à la décharge aussi du Maroc. Vous savez, Alassane, on est dans une globalisation, dans une compétition ouverte. Et quand on est dans une compétition ouverte, j'ai lu dans la presse qu'un certain patronat se ruait dans les brancards avec l'arrivée du Maroc. Vous savez, le loup est entré dans la bergerie. Et ce serait suicidaire de porter les habits de l'agneau. Il faut porter les habits du renard. Moi, je pense que le problème fondamental, c'est le problème que nous enseigne un peu la prospective, qui nous enseigne 4 choses. La prospective nous enseigne la passivité, la réactivité, la préactivité et la proactivité. Qu'est-ce que c'est que la passivité? Ça veut dire que vous êtes là et vous subissez le changement. Ensuite, vous allez agir dans l'urgence. Ça, c'est la réactivité. Le troisième point, il faut se préparer au changement prévisible. Quand on se prépare au changement prévisible, on a la préactivité. Maintenant, quand on agit pour provoquer les changements souhaités, j'allais même dire de la manipulance, là on est dans la proactivité. Ce qui fait que le Maroc, pendant longtemps, a été dans cette 4e phase. Nous, pendant longtemps, on a été dans ces 2 premières phases. Ça veut dire quoi? Le Maroc a une stratégie bien rodée et qui dure depuis une vingtaine d'années. Est-ce que c'est une stratégie qui est dangereuse pour la CEDEAO ou pas? Moi, je ne l'envisage pas en termes de dangerosité, mais je l'envisage en termes d'analyse SWOT. Ça veut dire que quels sont les avantages à aller saisir, quelles sont les menaces
qu'il faut se prémunir, quelles sont les opportunités qu'il faut aller saisir et quelles sont les menaces qu'il faut peut-être circonscrire. Moi, je l'analyse plus au niveau de cette guerre. Donc, pour revenir juste à ce que Bamba disait, le Maroc a créé déjà le bien en Afrique. C'est-à-dire que pendant 20 ans, ils avaient une stratégie très réfléchie et très rodée pour conquérir les parts de marché en Afrique au sud du Sahara. Aujourd'hui, ils se sont très bien implantés. Ils demandent l'adhésion au niveau de la CEDEAO. Mais nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on a fait? Ça veut dire que quelque part, le Maroc s'est donné les moyens de s'ouvrir à la mondialisation. Et nous, on s'est offert à la mondialisation. Voilà la différence fondamentale. Nous, le Maroc a des stratégies très claires pour nous. Or, nous, on n'a même pas de stratégie pour eux. Ça veut dire quoi? Dans notre rapport avec le Maroc, on est plus des enjeux que de véritables acteurs. Et je vais donner un indicateur. Des consommateurs. Très bien. Je vais donner un indicateur. Dans les échanges commerciaux entre nous et le Maroc sur la période 2011-2015, le Sénégal a exporté au Maroc pour un volume global de 3,4 milliards de francs CFA, ce qui représente dans nos exportations totales 0,3%. Pendant ce même temps-là, les exportations marocaines vers le Sénégal sont passées de 26 milliards en 2011 à 43 milliards en 2015. Ça veut dire que le solde, il est déficitaire en faveur du Maroc à l'ordre de presque 30 milliards. Ça veut dire que c'est pour ça que je vous parlais de l'intelligence stratégique. Ça veut dire que quand on prend dans la globalité, c'est vrai que c'est un avantage comparatif, parce qu'on était 300 millions, la CEDEAO, maintenant les 35 millions de Maroc, on ouvre notre marché entre le PIB, mais les pays pris individuellement risquent de souffrir s'ils ne prennent pas à bras le corps certains secteurs économiques. Je donne un exemple. Par exemple, au Sénégal et même au Mali, on a un secteur de la peau, des tanneries, du cuir qui est plus ou moins embryonnaire et qui commence à se développer. Maintenant, si toutefois le Maroc intègre la CEDEAO, va bénéficier du tarif extérieur commun, qui est beaucoup plus favorable. C'est un gars qui va mourir. Très bien. Donc il va falloir que nos États se secouent davantage avec l'entrée du Maroc. Mais moi, en tant que panafricaniste, je suis tout à fait à l'aise qu'on aille vers des grands ensembles. Le Maroc sait ce qu'il veut sur nous, mais jusqu'à présent, nous ne savons pas ce que nous voulons par rapport au Maroc. Est-ce que nos États ont une stratégie par rapport à cette entrée du Maroc? Mais malheureusement, c'est pour cela que je vous dis que le Maroc a pris tout son temps pour réfléchir sur comment il va entrer dans notre espace. Mais il y a différents leviers sur lesquels s'appuie le Maroc. Il y a aussi le levier de la religion aussi. La Tidjania, la Fès, les imams qui sont formés là-bas. Mais c'est ça une bonne stratégie. Ça dit que, comme ce que les Français nous ont fait aussi. Avec les prêtres, oui. Ah, voilà. Ça dit, c'est une stratégie. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que il faut surtout la stratégie marocaine le Maroc est en train de négocier aujourd'hui avec le FMI pour avoir une flexibilité encore plus importante sur sa politique monétaire. Parce que sa flexibilité monétaire est un tout petit peu réduite. Et comme le Maroc va entrer dans un espace, et dans l'espace, la seule monnaie qui intéresse le Maroc, c'est le franc CFA. Le Maroc n'est pas intéressé par la monnaie nigériane. Maintenant, le franc CFA est stable, et fait son job, et le Maroc veut être dans un espace flexible pour pouvoir, quelque part, avoir toujours... Dans un panier de monnaie. Dans un panier de monnaie, parce qu'il avait 80% de dollars dans ses réserves, 80% d'euros et 20% de dollars. Maintenant, il a 40% de dollars et 60% d'euros pour pouvoir être flexible, pour jouer avec la zone CFA qui est stable, qui est très stable. Comment faire maintenant pour gagner même, en fait, ces marchés-là à moindre coût en jouant sur sa politique monétaire. Maintenant, un pays qui s'est préparé pour entrer, nous devons signer le 16 décembre. Il n'y a rien qui est préparé ici. Aujourd'hui, les marchés même locaux sont gagnés par les entreprises marocaines. Et quel est le danger après? Ces entreprises vont avoir leur banque, comme les Français nous faisaient, vont avoir leur compagnie d'assurance. Ça dit que rien ne nous dit ce que les entreprises là vont gagner, parce que le circuit maintenant est contrôlé et maîtrisé, et que nous autres, on ne peut pas développer un pays sans créer des champions nationaux. Moi, quoi qu'on puisse dire à notre secteur privé, Alassane, le secteur privé mérite du soutien, de l'aide
venant du public. Mais juste voilà, juste Alsan, pour compléter ce qu'il dit. Aujourd'hui, je pense que l'arrivée du Maroc sera très bénéfique au niveau de la zone. Pourquoi? Parce qu'on est dans une forme, dans une hégémonie de la toute-puissance Nigeria. Ensuite, si le Maroc intègre la CEDEAO et qu'on aille vers ce qu'on appelle la monnaie commune, la rigueur de gestion monétaire au niveau du Maroc pourra nous permettre de stabiliser la zone. Parce que si le Nigeria continue avec sa superpuissance, on risque d'aller vers la planche à billets. Oui, à l'état de créer, comme vous l'avez dit, des champions nationaux économiques, et que ces champions aussi soient des champions qui investissent, pas aussi des gens qui vivent sur la rente. C'est important de le dire. Merci à mes invités, à Khadim Bamba Diagne, qui, vous le savez, il est docteur en sciences économiques à la FASEG, à l'UCAD. Il est enseignant-chercheur, directeur scientifique du laboratoire de recherche économique et monétaire d'AREM, et Sirissi, journaliste spécialisé en géopolitique. À la technique, Abdoulaye Diop, Nicolas Alassane Sambo Diop. Excellent dimanche à tous.